Bonjour, ici Pierre-Marc Quentin de Val-Brillant dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour, je suis Vincent Chrétien, agronome et expert conseil pour Novago Coopérative en Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes pour Solo Agriculture et nous sommes au podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, vous voulez parler référencement, Spotify, Apple, allez donner une note, au moins un 5 étoiles minimum, pour ça va aider les podcasts à rayonner un petit peu plus dans l'industrie du podcast. Aussi, à la fin, pour ceux qui l'écoutent via Spotify, à la fin de chaque description, maintenant, il y a un petit sondage ou des questions que vous pouvez aller répondre. C'est juste pour le plaisir. Aussi, Patreon, le compte Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois, un abonnement avec des exclusivités exclusives, 3 émissions de manière mensuelle qui est diffusée là-dessus. Et aussi, ça encourage une petite production de podcast complètement indépendante et qui n'a aucun commanditaire également. Et puis, autant que possible, si vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux, ça va aider beaucoup à faire connaître encore plus le podcast. Hey, cette semaine, je suis avec deux représentants, deux personnes. Un qui est dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis l'autre en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je suis avec Vincent Chrétien et Pierre-Marc Quentin. Salut les gars! Salut Christian. Bonjour Christian, Ça va bien? ça va super bien. Good! Ouais. Hey, moi, j'aime ça faire découvrir du monde à mes podcasts, faire découvrir les productions, peu importe. Là, Pierre-Marc, tu avais rentré en contact avec moi parce que tu aurais trouvé ça intéressant qu'on puisse parler un peu de l'agriculture dans les régions éloignées, si on veut, du Québec. Puis, Périphérique, il faut dire. Périphérique. Pas de problème. On va changer le nom, périphérique. Moi, habituellement, périphérique, c'est une imprimante dans l'ordinateur. Non, c'est pas vrai. Puis ce qui est le fun, c'est que vous êtes tous les deux ben chums ensemble, mais vous êtes à 1300 km à peu près de distance l'un de l'autre. Exact. Exactement, oui. Donc, regarde, Pierre-Marc, tu vas nous présenter qui es-tu, d'où tu viens, un peu le cheminement professionnel que tu as fait à venir jusqu'à aujourd'hui. OK. Moi, je suis né sur une ferme laitière dans la région de Matane, un village qui s'appelle Saint-Ulrich. Un village qui était plus agricole à ce temps-là, là, je dirais, tournant les années 80, qui l'est moins un peu aujourd'hui, mais qui l'est encore quand même pas mal. Je suis né sur une ferme, puis c'est ça, j'ai toujours été proche de l'agriculture. Mon père a vendu la ferme quand j'avais à peu près, je dirais, 9 ans, 8-9 ans. Fait qu'il a vendu les vaches, puis il a vendu les terres quelques années plus tard pour aller faire d'autres choses. Puis c'est bien correct. Mais à travers tout ça, j'avais toujours de la famille qui était en agriculture, puis aussi on avait des amis forcément qui étaient restés, qui étaient encore en agriculture. Fait que moi, il y avait quelque chose auquel je participais quand j'étais petit, ça s'appelait l'exposition agricole. OK. Fait que je faisais de l'expo un peu avec les animaux qu'on avait chez nous, quand j'étais tout petit, là. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis quand mon père a vendu les vaches, j'ai poursuivi. J'ai continué d'en faire tranquillement un petit peu tous les étés avec des amis. Puis c'est un peu ce qui m'a gardé la flamme allumée. Puis quand c'est venu de faire un choix de carrière, à un moment donné, il y a un de mes copains qui m'est arrivé avec des papiers de formation agricole. Puis comme tout jeune de 16 ans qui se pose des questions, j'ai dit ouais, j'y ai pensé un bout. À un moment donné, j'ai dit ouais, c'est là-dedans que je m'en vais. Je pense que je suis fait pour ça, c'est ce domaine-là. Fait que j'ai rentré au Cégep de Matane dans le temps, c'était GEA. Le Cégep de Matane, c'était un peu qui donnait un cours semblable à ce qui se donnait dans les autres cégeps, là, comme Joliette, Saint-Jean, Alma, Lévis-Lauzon. Il y avait quelques cégeps au Québec qui le donnaient en plus des deux ITA. Puis c'était proche de chez nous. Fait que j'ai fait ma formation là.
Puis, à travers cette formation-là, j'ai travaillé sur une ferme pas loin de chez nous. Un producteur qui était quand même un bon éleveur, là, qui avait des bons résultats, puis qui faisait d'exposition. Fait que c'était un peu l'expo aussi qui m'a permis d'introduire le domaine agricole un peu. J'étais vraiment un gars d'animal dans le temps. Vraiment de production animale, des vaches, puis c'est vraiment ça dans lequel je tripais le plus. Puis ensuite de ça, là, j'ai eu l'opportunité de travailler à Coop, Purdel, dans le coin de Rimouski. Puis j'ai fait ça 2 ans. Puis après 2 ans, mais bon, il arrivait un chamboulement un peu dans la vie, puis j'ai changé de travail. Je me suis ramassé sur une ferme laitière dans la vallée de la Matapédia à Val-Brillant. Ferme Sirois et Fils. Dans le fond, le propriétaire, Georges, c'est un des anciens présidents de Rousting Québec là, dans les dernières années. Un bon producteur aussi. Puis j'arrivais là dans une phase qui était en expansion. Fait que j'ai travaillé là pendant 5 ans. Mais au bout de 5 ans, bon, à travers de ça, j'avais commencé à avoir des enfants. J'avais rencontré ma conjointe. Puis je cherchais un horaire un petit peu plus typique, on va dire, là, parce que ma conjointe est issue du monde agricole. Puis c'était correct que je fasse des heures, mais je trouvais qu'avoir l'horaire de quelqu'un d'autre tout le temps, des fois, c'était un peu plate. Là. Fait que j'avais encore la flamme de la technique, je pense, puis de rencontrer des gens, partager l'agriculture avec beaucoup de monde. Fait que je suis retourné à la coop, cette fois-là, c'est la coop La Matapédienne, qui est maintenant fusionnée avec Purdel, là, dans le coin d'Amqui. Puis j'ai fait ça jusqu'en représentant là, animal végétal de 2007. Là. J'ai été sur la ferme de 2003 à 2017. Puis en 2007, j'ai rentré à Coop. Puis jusqu'en 2011, j'étais représentant local. Puis là, à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert à la Coop fédérée d'alors. Représentant comme... Ils appellent ça conseiller spécialisé en production végétale. Fait que là, à travers ma job, j'avais réalisé que j'aimais beaucoup, beaucoup le végétal. Plus que je m'en venais plus un gars de végétal que de vache, si on veut, où les deux commençaient à s'équivaloir. Fait que j'ai décidé d'aller dans cette branche-là. Puis j'ai sauté dans le vide un peu. Là. Je reste quand même assez loin des grands centres. Puis là, ils m'ont donné le territoire du Bas-Saint-Laurent puis de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est là que j'ai rencontré Vincent. Fait que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Fait que c'est à travers ce travail-là que j'ai rencontré Vincent. Puis au bout de 2 ans de ce travail-là, c'était quand même très, très intéressant, très, très formateur. Honnêtement, je me suis beaucoup développé là-dedans. Puis là, je voulais que mes enfants me reconnaissent quand je reviens à la maison. J'étais quand même assez jeune, puis ma blonde trouvait ça quand même raide. Puis les réunions, c'était toujours Longueuil, Boucherville, Trois-Rivières. Fait que je reste quand même à 4 heures des ponts de Québec. Là. Fait que c'était plus difficile. Fait que j'ai décidé de revenir comme représentant dans mon coin. Animal un peu, avec quand même pas mal de production végétale. Puis je revenais avec un bon bagage d'expérience. Fait que depuis 2013, l'année que je suis revenu localement, que je suis représentant exclusivement dans le territoire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, si on veut. Question de même. Mettons que dans ce temps-là que tu étais représentant au niveau provincial, si tu avais eu l'occasion d'utiliser les plateformes Zoom ou Messenger ou quoi que ce soit, aurais-tu gardé cette job-là? Tu aurais pu avoir des réunions sans être obligé de te déplacer? Peut-être. Je vais dire peut-être, parce que ça se faisait déjà un petit peu. C'était moins commun qu'aujourd'hui. Ça aurait peut-être facilité la chose, oui, honnêtement. Mais j'avais quand même le goût de revenir sur le plancher des vaches. Là. C'était un peu une job, je vais dire, un peu plus à haut niveau, mais pas dans le sens qu'on se pète les bretelles, là, dans le sens que on travaille pas sur les mêmes enjeux. Puis, tout au long de mon parcours, moi, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis un agriculteur dans le fond de moi. Je suis vraiment un agriculteur. Quand je rencontre les producteurs, c'est des chums, ils vivent la même. Je me sens pas vivre une réalité différente d'eux autres. J'ai beaucoup de chums qui sont producteurs. Je reste dans un rang, je suis entouré de fermes. Mes gars, mes garçons sont adolescents, ils travaillent chez un producteur. Ma blonde vient d'une famille d'agriculteurs. C'est pas. Je fais partie de ce monde-là. On dirait que c'est ça. Fait que j'avais besoin de revenir dans ces pantoufles-là. Tu n'aurais pas été dans une shop de faire du 8 à 5 à... Non, jamais. Moi non plus, je ne me serais jamais vu là-dedans. Je ne sais pas. Là, remarque, je ne l'ai jamais essayé. Peut-être que j'aurais aimé ça, mais je ne l'ai jamais essayé, mais je ne me vois pas là-dedans. J'ai eu l'occasion, à travers tout mon parcours, c'est la ferme que je travaillais quand j'étais aux études. Puis après ça, un peu, des fois que la famille à ma blonde, qui est comme une fenêtre qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait de ça pourrait être le temps d'embarquer sur la ferme. T'sais. Mais des conditions ont fait que ça ne s'est jamais concrétisé. Puis passé 40 ans, à un moment donné, tu me crois là-dessus un peu plus. Puis malgré que Vincent n'est pas mis à la croix encore. Puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant. La pandémie a changé ma vie. Ouais, c'est ça.
Puis mes enfants, ben bon, le plus vieux, lui, il travaille sur une ferme. Je pense, il a réalisé que l'agriculture, c'était peut-être pas pour sa vie, en tout cas présentement. Il a 16 ans. Fait que, il est pas rendu. Je pense qu'il ne fera pas un choix de carrière en agriculture pour commencer. Mon plus jeune, lui, en tout cas, il a l'air à aimer ça beaucoup, mais on verra. Si jamais il y a une opportunité qui se présente avec eux autres plus tard, ben je suis encore jeune, on verra. Ben oui, c'est sûr. Et toi, Vincent, de ton côté? Moi, l'amour de l'agriculture, ça vient de deux oncles qui avaient des fermes. Un qui avait une ferme laitière, l'autre qui avait une entreprise bovine. Puis, tous mes étés, je les passais là avec un de mes cousins qui était du même âge que moi. Puis, au début, c'était juste pour s'amuser. Puis, petit à petit, ben, moi, c'était plus de jouer. À un moment donné, je me levais, puis c'était pour aller tirer les vaches. Puis, j'avais hâte à l'été pour aller faire les foins. Puis, faire les semis au printemps, les récoltes à l'automne. Donc, c'est ça, je suis allé étudier à l'ITA Saint-Hyacinthe de 97 à 2000. J'ai fait ma technique. Puis, c'est ça, moi, c'était important là, vraiment là, de connaître le terrain, d'avoir les deux mains dans la terre. Puis, c'est ça, en 2000, ben, ça commençait à parler à l'époque là, justement là, de toute la supervision agronomique, puis ces trucs-là qui s'en venaient. Fait que j'ai dit, dis-moi, regarde, là, je vais continuer à faire mon bac en agronomie. Fait que de 2000 à 2003, j'ai fait mon bac en agronomie. J'ai gradué ensuite de ça en 2003, aussi en production animale. Un tripeux de vache. Puis j'ai été 5 ans pour Old Team Canada à la sortie des études. J'ai rencontré des producteurs à la grandeur du Canada. On parle de Terre-Neuve qu'à l'île Victoria. Donc, c'est ça, faire la classification. Très peu de génétique. Mais c'est ça, moi aussi, là, j'avais rencontré ma conjointe d'aujourd'hui. Puis là, à un moment donné, là, c'est vrai que j'étais deux. Moi, c'était pas comme Pierre-Marc, là, que mes enfants ne me reconnaîtraient plus. C'est moi que j'aurais juste pas d'enfants. Fait que là, justement, j'ai eu l'opportunité de. J'avais beaucoup de chums qui travaillaient dans le milieu coopératif. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage à la gestion, justement, à la Coop fédérée chez Salut Agriculture. Puis, dans ce stage à la gestion-là, ben, il y avait des postes de gestion qui s'ouvraient à la Coop d'Abitibi-Ouest à l'époque, qui est devenue par la suite là, la Coop Val-Nord, qui est une fusion d'entreprises de coopératives. Puis ensuite de ça, ben, Coop Val-Nord est devenue la Coop Profidor. Et aujourd'hui, Coop Profidor, qui est devenue la belle grande coopérative Novago. Donc, c'est là que ça m'a amené, dans le fond, ça m'a ramené dans ma région natale, parce que je suis d'ici en Abitibi-Témiscamingue, de Macamic. Puis, c'est ça, j'ai commencé stagiaire à gestion. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai pris un poste de directeur agricole. Donc, je m'occupais du grain, du végétal, de l'animal aussi. Puis là, avec toutes ces fusions-là, ben là, je suis retombé dans le plancher des vaches. Je suis devenu expert conseil. Puis, il y avait déjà des experts conseils laitiers dans mon équipe qui étaient très expérimentés et qui faisaient une super de bon job. Puis le côté végétal était un petit peu plus à côté. Donc, moi, il y avait une ouverture là, j'ai sauté dedans. Puis aujourd'hui, c'est ça, je suis très autant sur le végétal que l'animal. Puis comme je disais tantôt, en 2000, dans la pandémie, l'année passée, ben, j'ai parti mon entreprise de bovins de boucherie. Fait que je suis rendu à 40 vaches à bœuf avec 40 veaux. Puis on fait ça par nos soirs, nos fins de semaine, tout en maintenant tout en faisant la job. Ah, good. Juste question de même. En Abitibi, les terres peuvent valoir à peu près combien dans ton coin? Oh, ça, c'est la question qui tue. En Abitibi, comme c'est là, les terres, là, je te dis, sont un petit peu comme partout ailleurs. Là, les prix augmentent. Je te dirais que ça peut aller en Abitibi jusqu'à 1000 $ de l'acre, comme c'est là. OK. C'est sûr que c'est pas comme dans votre coin, mais nous autres ici, jusqu'à tout récemment, là, des terres à 300-400 pièces de l'acre, ça se vendait encore. Là. Mais c'est ça, il y a beaucoup de jeunes. Il y a une belle relève agricole dans ma région. Puis, si les entreprises veulent croître un peu, ben là, il faut qu'il y ait des terres de plus. Puis là, ben là, ça met
une petite compétition entre les producteurs. Fait que là, ben, c'est rendu à ces prix-là. Ouais. OK. Puis, toi, de ton bord, Pierre-Marc, c'est sûr que tu couvres quand même pas pire territoire. Tu vas de la vallée de Matépédia, où tu habites, Bas-Saint-Laurent. Bon, dans le fond, pour situer les gens, là, moi, mon territoire commence à Bic, là, dans le fond, qui est une municipalité qui est fusionnée avec Rimouski maintenant. Fait que de Bic, mon territoire, aller jusqu'à, mettons, Bonaventure, dans Baie-des-Chaleurs, même un petit peu plus loin des fois, là, mais la majorité du temps, je m'arrête à Bonaventure. C'est vraiment variable. Là. Il y a des places que c'est des villages dévitalisés où il reste un producteur puis que la terre se transige pas parce que le propriétaire veut pas la vendre, il veut la louer puis il la garde pour aller à la chasse ou de quoi de même. Ou ben non, il y a des villages où le monde est très dynamique où les gens s'arrachent les terres. Là. Dans le plus cher, dans notre coin, puis écoute, puis moi c'est vraiment comme l'est du Bas-Saint-Laurent, faut que je touche pas vraiment au Kamouraska ni dans le coin de Rivière-du-Loup, là, fait que c'est Rimouski plus bas. Là. Je dirais, normalement, ce qui se vend le plus cher, c'est un peu en haut de 2000$ de l'ordre. Puis c'est assez récent. J'ai un client qui a acheté une terre il y a 3-4 ans, là, puis dans le territoire, c'est une place que c'était des belles terres, hein, puis c'était à 1600$ de l'ordre à peu près. OK. Fait que, puis dans mon coin immédiat, là, autour de chez nous, là, il n'y a pas longtemps, là, je te dirais, il y a à peu près entre 5 et 7 ans, là, ça se vendait. Il y a des terres qui se vendaient 600-700$ de l'ordre, mais là, c'est parti à monter. Là. OK. Bon. Dans vos régions, là, on va parler un peu, vous avez différents défis. Cette année, à Abitibi, je pense que ça a été pas mal mouilleux. Vous avez reçu de la pluie, l'asphalte est sèche, il remouille. Ça ressemble pas mal à ça, Christian. Ça a été, honnêtement, la pluie cette année, là, on n'a jamais vu ça de la pluie comme ça. Là. Il mouillait toujours et beaucoup. Oui. Tu sais, des 30 mm, des 40 mm, là, ça tombait comme des cordes. Là. Puis, c'est ça, les cultures, là, on a eu de la difficulté à avoir des conditions propices pour terminer nos semis. Fait que j'ai des clients encore aujourd'hui là, que on a des 200-300 autres là, qui n'ont pas été semés. Côté culture fourragère, ben, là, on a retardé des semis parce que les conditions étaient vraiment pas bonnes. Fait que là, on a entendu que les champs se résorbent, qu'il y ait un peu plus de chaleur, un peu moins d'eau. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, non, ça a été des conditions de semis difficiles. Là, il fait un peu plus beau ces temps-ci, là, ça résorbe un peu. Là, les cultures tendent à se replacer, mais ça n'a pas été facile. Non, le mal est fait, là. Oui, le mal est fait, là. C'est ça. On le sait, là, quand une des parties du rendement, c'est de semer tôt. Puis là, même au niveau de la financière, ça l'a extensionné pour essayer d'aller chercher des semis, mais on ne va jamais rattraper l'agronomie, le rendement là, derrière un semi-tôt. Oui, semi-tôt, oui, mais surtout semer dans des belles conditions. Absolument. Non, toujours dans des bonnes conditions. Là, on s'entend, là, des conditions favorables à l'émergence des cultures aussi. Là. C'est pas juste semer tôt à tout prix, c'est semer dans des bonnes conditions aussi. Oui. Ouais. Absolument. Quand tu rentres tôt dans le champ, c'est parce que les conditions, en principe, sont bonnes. Ouais. En principe. Cette année, là, c'est ça. On voit vraiment la différence aussi au niveau de... je ne sais pas toi, Pierre-Marc, là, mais au niveau là, de le nivellement des champs, nivellement, drainage, là, ça coupe au couteau là, les zones d'humidité. Il n'y a rien dans les champs. Là, on regarde des images satellites, là, puis tu t'en vas faire un diagnostic au champ, là, puis t'es dans plein dans la zone humide, là, où est-ce que ça pousse pas, où est-ce que c'est rouge sur l'image. Là, c'est assez éloquent. Ben, nous autres, je pense qu'on a eu ça moins difficile que l'Abitibi, honnêtement. On a eu énormément de neige, là, ça a pris du temps à décoller au printemps, mais puis dans ma région, il y a comme le littoral du fleuve qui est un peu différent. Souvent, c'est des terres plus légères, vraiment des sables souvent, puis quand on monte d'un terre, ben là, la neige est plus longue à partir parce qu'il y en a plus. Puis en plus, c'est un type de sol un petit peu plus lourd. Fait que dans le fond, nous autres, cette année, ce qui s'est passé, c'est que le littoral du fleuve a sommé quand même relativement tôt, puis a pu partir de bonne heure. Fait qu'il pleuvait pas tant que ça. Ils ont eu des super belles fenêtres, puis ils ont sommé quand même dans des bonnes conditions. Mais quand c'est venu le temps pour les gens qui étaient plus, je vais dire, dans les hautes terres, si on veut, dans l'arrière-pays, là, ça a été plus difficile parce qu'il a commencé à mouiller, puis à mouiller, puis à mouiller. Puis, côté drainage, puis nivellement, nous autres, on a une réalité un peu différente de l'Abitibi. On a beaucoup de pentes naturelles, puis des collines, fait que puis il y a des places qui n'ont quand même pas beaucoup épais de sol, fait que ça se draine quand même assez bien naturellement. Il y a pas, à l'Abitibi, c'est vraiment un type de sol particulier, là. Fait que là-dessus, c'est un peu différent. Il y a des zones où il a mouillé beaucoup, oui, il y a des dommages aux cultures, mais en général,
c'est pas trop mal parti, pour vrai. Mais ça a été ça a été retardé. Là. Il y a des champs qui étaient supposés être semés, puis que finalement, ils vont être implantés en prairie un petit peu plus tard, ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de... J'ai pas vu de drame là, de 300 arbres pas semés dans mon coin. On va aller faire des céréales d'automne, on va préparer nos sols. Puis, ouais, eux autres sont belles cette année, par exemple, vraiment. Bonne année de céréales d'automne, ouais, elles sont super belles. Ils ont survécu l'hiver, les gens. OK, vous avez fait toutes des céréales d'automne dans votre coin? Oui. Ça commence. Il y a tout le temps des gens dans mon coin, exemple, qui essayaient du blé, là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de sec dans le temps, fait que ça essayait du blé. Puis, bon, les variétés n'étaient peut-être pas à point. La technique aussi, bon, peut-être ça manquait un petit peu. Les dernières fois, le blé d'automne, tout dépendait des secteurs, là, il y a des places que je te dirais que c'est 75% dans le sens que c'est 25% que ça passe, ça casse, puis 75% qui va passer. S'il passe, bien souvent, il va tout passer. Oui, c'est ça. Puis s'il casse, il va tout casser. C'est ça, là, cette année, c'est une belle saison, mais les 2 dernières années, là, ça n'a pas été des belles réussites. Là. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment. Ouais, c'est un facteur. La date idéale pour semer votre blé d'automne, c'est quand à peu près? Parce qu'ici, on parle, mettons, au maximum fin septembre. Là, on va dire, j'ai tout le temps réalisé. Moi, dans mon cas, j'ai tout le temps fait mes semis dans le mois d'octobre. Parce qu'au mois de septembre, mon soya n'est pas sorti du champ encore. Souvent. Mais vois-tu, j'en ai fait. Puis il manquait des trous dedans, tabarouette. Puis là, on le scrape dessus. Là, j'étais avec mon agronome. Ah, garde-les. Bon, OK, je vais le garder parce que je me souviens tout le temps que Sylvain Reynaud avait déjà dit j'aime mieux un blé d'automne laid qu'un beau blé de printemps. Fait que c'est un peu dur sur l'orgueil, tu sais, quand t'as des trous un peu dans les champs, mais j'avais des parties de champs où il n'y avait absolument rien. J'en ai profité, j'ai semé du pois fourragé dedans. OK. Fait que lui va mûrir, puis je vais me récolter du pois fourragé pour ressemer. Fait que on va refaire de la semence de pois fourragé de cette manière-là. OK. Profite des trous, où il n'y avait pas coin, de tout dépendant des secteurs, là, mais normalement, moi, je recommande de semer ça avant la fête du travail au niveau du blé. Le seigle, on peut tirer peut-être 10-15 jours après, là, style 20-25 septembre. Normalement, ça passe. Là. Mais le blé, là, je pense que le target de maximum fête du travail reste bon. Puis on a un peu de marge de manœuvre. Là. Des fois, la fête du travail est le 7, des fois, elle est le 12. Ça nous donne 4-5 jours de jeu, mais normalement c'est bon. Puis vos céréales, mettons de l'orge normale ou quoi que ce soit, vous les récoltez à peu près quand? Parce que, tu sais, nous autres, on va récolter ça à partir peut-être de la 2e semaine d'août, tout dépendamment de l'année, là, c'est bien sûr, là. Ben, tu peux y aller, Vincent. Ouais, nous autres, c'est pas mal au mois de septembre, là, fin septembre, début octobre, là, c'est pas mal là que la récolte, là, elle va se faire principalement, là. Il y a des années que ça retarde, là, on a déjà vu battre jusqu'à l'Halloween. Là, il était minuit moins une, il faut que ça sorte du champ. Là. Ouais. Ça, c'était des années exceptionnelles là, où justement, là, on n'a pas semé au printemps. On a étiré les semis, puis là, ben, on espère tout le temps une belle automne. On l'a eu, mais c'était limite. Ouais. T'arrivais tard. Ouais, ça arrivait tard. Chez nous, tout dépendant du territoire, là, c'est très commun de battre je dirais, à partir de la 2e semaine d'août. Là. Dans l'orge, là, on vend beaucoup d'orge de rang dans notre coin, là, parce que justement, elle est plus hâtive. Fait que nous autres, à Coop, c'est 50% de nos ventes d'orge, l'orge de rang. Ah oui, OK. Oui, vraiment, depuis quelques années, les variétés performent bien, puis je pense que les producteurs ont pris goût avant de maturité hâtive, fait que ils vont chercher, ils essaient de travailler avec l'orge de rang pour aller chercher, commencer à battre finalement quelque chose à cette date-là, puis finir un petit peu plus tard, mais ça dépend des coins, mais le début des battages, dépendant des secteurs, là, c'est, je te dirais, entre le 10 et 15 août, puis début septembre, tout dépend. Comme moi, c'est ça que je fais, de l'orge de rang, de l'orge de brasserie, que je fais principalement, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette culture-là, moi je l'aime bien gros. C'est vrai que c'est facile à récolter, puis ça se récolte de bonne heure, comme tu dis. Côté paille, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais c'est pas bien grave, là, c'est un détail, mais moi, c'est du grain que je veux, pas de la paille. Ouais. Pour le grain, je n'ai jamais été déçu dans l'orge de rang. Tu sais, tu regardes ça, il y a rien que 2 rangs. Tabarouette, réussi à avoir du bon rendement pareil là-dedans, là. C'est tellement pesant. Oui, ça y fait. c'est... Le grain est tellement gros. C'est ça. Il est gros et il est pesant, il a toutes des belles qualités. C'est ça. Puis c'est pas maladif non plus. Comment? Non, c'est pas maladif. C'est pas maladif. Non, c'est vrai. On la traite pareil, là, mais c'est pas maladif. On n'a pas de problème de maladie là-dedans. C'est une belle culture, mais ça va pas le canot-là. Le canot-là, dans les régions périphériques, là, c'est pas mal l'or jaune. Oui. Mais dans ton coin, Vincent,
Je regarde plus le côté de l'Ontario. Ils ont arrêté de faire du canola parce qu'il avait pogné une maladie, je pense, dedans. Mais elle s'est jamais transférée au Québec, cette maladie-là? Ou C'est pas une maladie, c'est un insecte, dans le fond. C'est la cécidomie du chou-fleur. C'est un petit insecte, dans le fond, qui allait mettre ses œufs là, dans le bourgeon là, des fleurs. Puis ça, ben, ces petites larves-là allaient manger les fleurs. Puis à la floraison, au lieu que ça ait une belle montaison, que ça fasse des belles branches, ben là, ça pousse touffu, puis ça affecte le rendement. Puis ça s'est transmis surtout au Témiscamingue. OK. On dirait que ça a dépassé la barrière là, du... je veux dire, on appelle ça la bleuetière du Montreuil, là, mais c'est le coin de Notre-Dame-du-Nord. Dépasser ça, là, parce qu'il y a 3 quand même régions dans notre région. Il y a l'Abitibi-Est, l'Abitibi-Ouest, puis le Témiscamingue. Puis, c'est ça. Donc, cet insecte-là, oui, il a fait des ravages. Puis, c'était un petit peu peut-être à l'époque, le prix du canola était tellement élevé que pour aller chercher la paye, ben, on a peut-être sacrifié un peu d'agronomie, puis on a raccourci les rotations. Puis, le problème de rotation, c'est comme dans tout, ça nous rattrape à un moment donné, il se passe quelque chose. Puis c'est là que la cécidomie du chou-fleur a sorti. Donc, là, les ancrages de canola ont chuté drastiquement. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis, mais là, ça reprend, le prix du canola a tombé. Fait que là, il s'en est fait moins. Le prix du canola est revenu super élevé comme tous les grains d'ailleurs. Donc là, il y a une recrudescence de la culture. Mais là, on met des pièges à cécidomie, on fait du dépistage. On est capable un petit peu mieux de prévoir l'insecte dans les champs. Fait que ça nous aide là, du côté agronomique à faire face à cette mouche-là. Pour parler de stats, Vincent, oui. L'Abitibi-Témiscamingue est 2e au Québec, la superficie en canola. En arrière du lac Saint-Jean, puis en 3e position, ben, c'est le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Avec 2500 hectares. Puis, tout votre canola, dans le fond, ben, quand tu parlais que les prix n'étaient pas bons, à un moment donné, il y a eu de quoi avec la Chine? Là? La Chine avait décidé de barrer ça un peu. Là. Ouais. Là, après ça, bon, le prix des grains s'est mis à monter. Le canola a suivi, puis la Chine s'est mis à racheter aussi entre-temps. Fait que là, ben tant mieux pour les producteurs, là. Ben tant mieux. Puis, là, vous avez, bon, le canola qui est un peu là, votre vache à lait. Mais tu sais, du maïs, en Abitibi, ça en fait pas. Au Témiscamingue, ça en fait un peu. OK. Bon, ben là, au Témiscamingue, ouais, je fais un petit peu de maïs. Des bas UTM. Tu sais, oui. Défi des régions, c'est des bas UTM. On est à peu près à 2200 UTM là, pour faire du maïs qui a de l'allure, là, mais c'est quand même une limite au niveau du maïs grain. Là. C'est pas, non, c'est plus pour l'ensilage dans votre cas. Là. C'est ça, exactement. Pour l'ensilage, là, on fait de la très belle qualité d'ensilage de maïs. Il s'en fait aussi en Abitibi. Ben même au Témiscamingue, on utilise du plastique, dans le fond, là, pour faire notre maïs ensilage. Donc, on fait ça sous plastique, puis ça donne une chance, justement, là, à passer au travers, là, surtout en Abitibi, là, de la première gelée, des fois, ben, le maïs est encore sous plastique. Fait que on va se réchapper, mais les 2 dernières années qu'on a faites, le maïs a pogné le gel, puis, mais tu sais, pas au point où ça affecte le point noir. Donc, on a eu des beaux rendements de maïs ensilage quand même, mais on est tout le temps sur le mer. Toutes les fois qu'on le sème, là, on a hâte qu'il passe. Puis, tu sais, il est à risque tout le temps. Ça peut geler, nous autres, le 1er août, là, il passe un courant froid, là, mais on croise les doigts. On aime le risque. Ouais. C'est tout le plastique biodégradable là, des planteurs Samco. Oui, exactement. Exactement, Christian. C'est ça. Dans ton coin, Pierre-Marc? Il s'en fait du maïs grain, moi, dans mon coin immédiat, il s'en fait pas vraiment. Il y a quelques producteurs qui en ont fait, là, des fois, pour guesser. Il y a trop de maïs en silage, puis on va le battre humide, puis on va le vendre à un gars qui a un Silorvestor. Souvent, c'était toujours un peu trop humide, mais c'est toujours le thrill de l'essayer. Mais en maïs en silage, il s'en fait quand même beaucoup plus qu'il s'en faisait les dernières années. Là. Nous autres, je dirais dans à coop, là, si on veut, là, je peux prendre ça comme exemple. D'après moi, en 10 ans, on a triplé facilement les ventes de maïs. OK, c'est de bon. semences de maïs, ouais. Ben, les troupeaux ont grossi, les troupeaux laitiers. Puis, il n'y a pas plus de terre de disponible. Fait qu'il y a des producteurs, quand t'es rendu à 200-300 vaches, à un moment donné, il a fait du foin, ça fera, là. Fait qu'à un moment donné,
Comment, Vincent? Pierre-Marc, vous avez vécu beaucoup la sécheresse des dernières années. Aussi. Oui, c'est ça. On a eu comme 3-4 ans de sécheresse en ligne là, extrême. Là. Fait que le monde n'avait plus rien donné aux animaux. Fait que la police d'assurance, c'était de maïs en silage. Fait que ça a fait vraiment augmenter, ces facteurs-là ont fait vraiment augmenter la superficie. Puis j'ai consulté les stats un peu avant qu'on se parle. Puis j'ai comme resté surpris que ma région était à 3e au Québec pour le ensilage de maïs. Fait que. Puis, je suis surpris, puis pas, parce que à travers tout notre travail, ce qu'on a conclu, c'est que ce qu'on s'est fait dire un peu par nos gens qui nous fournissent la semence de maïs, en l'occurrence chez mes ex, là, c'est que 75% des vaches du Québec sont en bas de 2600 UTM. Fait que quand tu te mets à comprendre ça, tu réalises qu'il y a de la place pour des variétés hâtives. Puis, bon, les variétés aussi, c'est un autre facteur qui a fait qu'on a commencé à faire du maïs de façon plus sécuritaire. Nous autres, on est moins limite que Vincent un petit peu. Mais tu sais, dans mon territoire, je joue en 2250 UTM puis 1700. Là. Fait que le gars 1700, lui, est vraiment plus sénère. Mais je te dirais, nous autres, souvent, quand on pogne la gelée, le Québec au complet l'a pogné. Il arrive une gelée à la lune de septembre, là, le 20 ou le 22, là, ben c'est là que ça tape. Pareil comme à Saint-Hyacinthe, pareil comme. Fait on n'est pas plus ou moins dans la merde que tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Là. Ça arrive en même temps, probablement que notre maïs en silage, il gèle au 20 septembre au même stade que le maïs grain va geler à Saint-Liboire. Mais l'année passée, c'est ça, on fait du. Je vais te relancer, Pierre-Marc, mais on a fait du gros maïs grain quand même. Là, certains producteurs du Témiscamingue, là, le maïs grain était de qualité l'année passée. Là. Des fois, là, c'est, comme tu dis, c'est limite, c'est humide. Là. Ouais. L'année passée, on a réussi de la qualité. Mais le Témiscamingue, c'est vraiment un climat particulier, par contre. Oui, c'est le bord du lac. C'est quasiment un microclimat. Là. Il y a un microclimat là au Témiscamingue. Là, c'est vraiment, là, c'est un petit Saint-Hyacinthe. Moi, quand j'arrive là, tabarouette, là, on dirait que là, c'est complètement, là, c'est vraiment, là, ça part de l'Ontario, là, la région de Belle-Vallée, là, une belle plaine agricole, là, ça traverse le bord du lac au Témiscamingue, là, c'est de toute beauté. Nous autres, c'est le fleuve, puis la baie des Chaleurs qui nous tempère un petit peu plus. Fait on a moins d'extrêmes de température, mais souvent, on va chercher moins de chaleur. Là. C'est un peu notre réalité au niveau climat, on va dire. Ouais, puis, au Témiscamingue, j'ai tout le temps entendu qu'il n'y avait pas de roche sur les terres. En Abitibi, il y en a-tu ou il n'y en a pas? Ou, C'est la même chose. OK. En fait, là, exact. Non, moi, j'ai pas vu aucune étape bâtie sur un tas de roches. Sérieusement, Christian. Puis, le monde, là, c'est ça. Là, ils sont venus essoucher ici, là, mais ils ont eu la chance de ne pas avoir à érocher. Puis encore aujourd'hui, là, c'est bien rare là, des petits cailloux ici et là qui probablement viennent là, du passage des glaciers, là, mais c'est très, très rare. Ici, c'est le fond du lac Barlow-Ojibway, hein, l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, un fond de lac, une belle argile, une plaine d'argile, puis des terres super fertiles, pas de roches. Une région qui est jeune. C'est jeune, c'est dynamique, comme je disais tantôt, beaucoup de relève agricole. Non, sérieusement, c'est un des, encore aujourd'hui, là, des gros bassins agricoles qui n'est pas exploité à son plein potentiel, je trouve, encore aujourd'hui, là, mais éventuellement, là, on regarde tout le temps les statistiques du réchauffement planétaire, puis on va être très, très bien positionné dans l'avenir ici. Puis dans ton cas, toi, les roches, Pierre-Marc? Ah, faut-tu vraiment en parler? Faut aimer l'agriculture. Non, mais ça amène des innovations, par contre. Ben, tout dépendant des coins. Les terres de sable, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de roches, mais quand on tombe un peu plus dans l'arrière-pays, là, il y a des places, honnêtement, que c'est digne des vieux livres du mérite agricole, on va dire. Il y a des places qui ont vraiment beaucoup de roches, mais ça a amené quelque chose de très intéressant. Par contre, ça a forcé un petit peu les gens à s'embarquer dans le semi-direct. OK. Dans mon secteur, dans la vallée de la Matapédia, là, on a quand même, je dirais, depuis 20 ans qui se fait du semi-direct à large pas mal. C'est sûr qu'on avait comme une bonne référence dans le coin. Là, on avait un producteur qui en faisait pas mal, là, puis qui était bien dynamique, puis qui embarquait des gens dans sa patente. Là, c'est Firmin Paquette. Je le salue si jamais il écoute. Je le connais, ben oui. Ben moi, je dis toujours, c'est un peu le Jocelyn Michon des régions périphériques ou du Bas-Saint-Laurent. Là. C'est vraiment... Il a donné confiance, je pense, aux gens, puis il a fait profiter les gens de son expertise dans le semi-direct. Puis honnêtement, dans ma région, là, je pense qu'il y a juste les producteurs bio qui labourent. Okay. Parce que dans ma région immédiate, là, à part ça, la plupart, là, c'est semi-direct puis travail minimum au besoin. Mais il y a beaucoup de semi-direct.
Puis, je sais qu'avec. J'avais déjà fait un podcast avec Louis Pérusse, SVC Agrologie. Puis, dans Vallée de la Métapédia, il vient de là. Il y a des producteurs aussi qui ont commencé à adopter la technique là, de semer sous couvert végétal. Ouais, quelques-uns. C'est marginal, là. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Puis, honnêtement, avec le climat qu'on a, je sais pas si c'est l'avenir. Ben, on verra. Faut jamais être fermé à rien, mais c'est sûr que des techniques, je pense qu'il faut essayer à petite échelle avant de décoller. Parce qu'on a une saison. On a une saison assez élevée des fois. Là. Des fois, tu n'as pas beaucoup de temps dans. C'est un peu un de nos défis, c'est que la saison est vraiment pas longue. Là, ça implique des choix, des fois. Ben, surtout. Mais c'est ça, au niveau des terres. Oui, vas-y. Si on prend 2022, début mai, il y avait encore du monde qui bouillait à Cabane à sucre, là, dans votre coin. Oui. Ouais, ben, ils ont étiré l'élastique un peu, mais oui. Oui. C'est commun de faire du sucre à la fin avril. C'est vraiment, commun. Début mai, puis même là, le mai avancé. Mais tu sais, il n'y a personne, il ne mettra pas du bois dans le champion puis planter dans la même journée, là. Non. non, ça c'est sûr que non. Mais j'ai des producteurs, moi, qui ont détaillé, là, ils ont désentaillé, si on veut, après les semences, puis avant qu'il y ait des mouches. Fait qu'ils sont là, puis ils ont fait ça là. C'est un peu là que ça se passe. Ceux-là qui en font de manière assez. Qui font assez de volume, là, c'est un peu là qu'ils font ça. Dans mon coin, c'est une région. Un peu comme Vincent, là, il y a quand même pas mal de relèves agricoles. C'est assez dynamique malgré que un peu comme partout, le nombre de fermes a diminué. Mais je pense qu'il y a un beau dynamisme. Puis nous autres, c'est toujours beaucoup, beaucoup varié, l'agriculture. On a un territoire qui est extrêmement varié. Il y a quelques producteurs de pommes de terre dans les terres de sable, puis il y en a qui sont quand même assez gros. Là. On a un qui fait autour de 500 acres de pommes de terre. Fait que c'est quand même intéressant. Dans mon coin, dans le village où je demeure, on est 900 habitants, puis je pense qu'il y a 15 ou 16 fermes. Fait qu'il y a du bovin de boucherie, il y a du lait beaucoup, des grandes cultures. C'est vraiment diversifié. Puis il y a une production qui est un peu spécifique à nous autres, qui est un peu ce que le bœuf était à l'Abitibi-Témiscamingue. Nous autres, dans le coin, c'est la production ovine, les moutons. Dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est une production animale qui est quand même très importante. Là. À peu près le tiers des brebis du Québec qui sont dans le bas du fleuve. Fait que moi, dans mon travail, c'est quelque chose que je côtoie souvent, puis j'en ai fait un peu une spécialité. Là. Fait qu'il y a puis honnêtement, c'est une production dans les 10 dernières années avec la mise en place des agences de vente puis tout ça, il y a du monde qui tire très bien leur épingle du jeu et qui vivent très très bien avec la production ovine. Ceux-là qui sont performants, là, c'est beau à voir aller. Oui, absolument. Moi aussi, je fais de la production ovine là, dans mon coin, puis c'est ça, c'est plus comme c'était, 3-4 brebis, puis c'est performant des 600 brebis, puis on agnelle à l'année, puis la photopériode, puis l'alimentation, là, est regardée à tous les mois, là, au même titre là, qu'un contrôle laitier. Fait que non, c'est le fun de travailler avec ces gens-là. Ah, ben c'est vrai, la production de moutons, je ne vais pas penser à ça, mais c'est vrai que c'est bien des affaires que tu vas laisser au package. Tu sais, je ne verrais pas une production de moutons dans un package à 20 000 $ de l'acre, mettons. Non, mais honnêtement, le pâturage, nous autres, on a pas mal tout abandonné ça parce que les coyotes ont trouvé moutons. Ah, OK! Oui, j'avais un client qui en faisait encore pâturer, qui avait probablement mon plus gros client de moutons, là, qui a comme 1200-1300 brebis, puis il en faisait toujours pâturer l'été parce que ça libérait de l'ouvrage, ça libérait des bâtiments, mais à un moment donné, il y a trop de coyotes, c'était vraiment difficile, fait qu'il a tout rentré ça en dedans. Bon, c'est ça, avec la photopériode, là, pour exact. Là, maintenant, tu peux pas aller envoyer ça dehors, il faut que tu contrôles la lumière. Là. C'est ça. Oui, parce qu'eux autres, naturellement, ils se font coupler à l'automne, je pense, c'est ça, hein? Exact, ouais. C'est ça. Un peu comme la période de saison. La saison, c'est ça commence au mois d'août, quand les journées commencent à être assez courtes. Fait que dans le fond, dans le calendrier de reproduction, ce qu'ils essaient de recréer à l'intérieur des bâtiments, c'est ça. Okay. C'est de déclencher la reproduction artificiellement avec la lumière. Au moins, tant mieux si ça fonctionne. Ah oui, c'est très bien, pour vrai. Ben, tant mieux. En Abitibi, Vincent, il y a une productrice laitière là-bas qui est pas mal présidente de ses réseaux sociaux. Mylène Bégin, pas nommée, là. Oui, ben je l'aurais nommée. Je dis, ben oui, mais Mylène, je la connais très bien. C'est une de nos... une ferme qui est une de nos des bonnes clientes. Son père, on travaille beaucoup ensemble. Puis, Mylène, c'est ça, là, c'est elle s'affiche sur les réseaux sociaux. Oui. Je trouve que c'est le fun parce que c'est ça.
elle amène la production à un autre niveau, tu sais, justement, le plus terre à terre, puis regardez, c'est du monde comme tout le monde qui tire les vaches, puis on leur donne du confort, puis c'est pas vrai qu'ils ont toute de la somatotropine, puis que y a de l'hormone dans notre lait, puis c'est fait par les producteurs aujourd'hui, c'est des professionnels, hein. Des professionnels, ils sont conseillés par des professionnels, puis je trouve que ce qu'elle fait, là, justement, là, de montrer la vraie facette de la production laitière, puis de l'agriculture en général, ben, on a tout à gagner de faire ça, de montrer ces bons coups-là pour que justement la population en général elle comprenne que c'est pas les images qu'on voit de pétas qui font en sorte que l'agriculture, c'est ça, hein, c'est un autre monde, puis les animaux sont aimés par du monde qui s'en occupe comme si c'était leurs propres enfants des fois, là, et sinon plus. Oui, parce que c'est fait ramasser une couple de fois par des groupes vegans, là. Exactement, c'est ça. Non, mais ils sont tout le temps là, eux autres, là, à faire du commérage. Mais tu sais, la plupart du monde, là, je pense qu'on commence à comprendre à un moment donné qu'il faut faire la part des choses. Puis, un moment donné, les trolls, là, on les met de côté. Puis, tu veux qu'on fasse, faut qu'on avance, là. J'ai rien contre les véganes. Puis, encore là, c'est ça, je trouve des fois la différence entre un vegan et moi qui consomme de la viande. Tu veux être vegan, il n'y a aucun problème, là. Mais nous autres, dans notre production, pourquoi que ça, on serait pas correct puis qu'elle n'a pas sa place, cette production, cette façon de faire-là. À un moment donné, moi, je pense que c'est un débat un peu... puis quand on parle avec ces gens-là, des fois, c'est un débat un petit peu, je vais dire, sans issue. Oui. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon, là. Ah, c'est ça, exact. Puis, bon, tout le monde connaît l'acronyme de PETA. People Eating Tasty Animals. J'aime ça. C'est parfait, ça. Moi, Good. je t'ai pas dit tantôt, oui. Pierre-Marc en a glissé un mot, là, mais c'est ça, c'est beaucoup aussi de production bovine. Hein, je le disais tantôt, dans la pandémie, j'ai parti ma petite entreprise de vaches-veaux, mais ici, là, on est la région où il y a le plus d'entreprises. Là, les plus gros producteurs de vaches-veaux sont ici en Abitibi-Témiscamingue. Hein, c'est des fermes en moyenne de 100 vaches et plus. On en rencontre fréquemment sur le territoire. Puis ça peut aller là, jusqu'à presque 1000 vaches, là, certaines entreprises. Donc, puis du 400-500, on en voit quelques-unes aussi. Ça fait que c'est une autre production qui occupe le territoire. Ça vitalise. C'est des terres qui viendraient en friche sinon. Donc, ça fait du pâturage. Ça garde les terres en culture. Fait que c'est vraiment une production qui, puis encore aujourd'hui, qui a un peu plus de facilité de démarrage. Donc, pour des jeunes entrepreneurs, là, c'est encore sa place. Tu as besoin de moins de capital pour te partir là-dedans, là. Exactement. Puis il y a tellement de terre libre que des fois, ton voisin ne sait pas quoi faire avec, il va cogner à sa porte, puis peut-être que tu peux aller mettre une dizaine de vaches là, puis il va être bien content que ça ne pousse pas en eau. Vincent, c'est le fun que tu soulèves le point d'occupation du territoire parce que les régions périphériques comme nous autres, là, l'agriculture a peut-être peut-être même de visibilité ou ben non d'apport au PIB du pays ou de la province que, mettons, la Montérégie ou le centre du Québec, mais c'est vraiment vital pour nos localités. C'est un peu pour ça que je voulais en parler aujourd'hui parce que les villages où il n'y a plus d'agriculture, là, c'est dans la tabarnouche. Non, il n'y a plus rien, c'est ça. Non, puis tu sais, le lait, bon, toutes les productions sont importantes, mais la production laitière est une production qui vire beaucoup d'argent. Ouais. Les producteurs de lait vont te le dire, ils sont endettés, puis ils virent beaucoup d'argent, puis il n'en reste pas tant que ça. T'sais. C'est le propre de la production, c'est fait comme ça. Fait que ça fait virer des garages de machinerie. Au village chez nous, le petit garage qui fait de la mécanique, qui fait des réparations de pneus de wagon, quand les foins d'école, il te donne à changer un flat à quelqu'un là, qui est producteur dans le village. Ça amène vraiment du dynamisme dans les villages. Puis moi, dans ma MRC, la MRC de Matapédia, on est peut-être 17-18 000 habitants. Puis c'est le bois puis la forêt. C'est le bois, la forêt puis l'agriculture. Puis quand la forêt va mal, comme ça arrive une fois aux 10 ans, c'est cyclique ou à peu près, il reste l'agriculture. Fait que c'est pas en vue tant que ça au niveau provincial. Par contre, c'est vital, vraiment. C'est important. C'est pour ça que c'est important de la garder. T'sais. La garder dynamique. Puis, exact. si au moins la relève peut s'établir
avoir du financement en conséquence, puis il faut que tout le monde soit compréhensif aussi là-dedans. Là. C'est ça. Faut pas plumer le monde aussi. Quelqu'un qui veut s'établir en agriculture, faut pas que tu le vois comme essayer de le plumer autant que possible. Là. Tout le monde a besoin d'aide. Là. Oui, absolument. Ah, oui, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est la communauté qui fait en sorte que on réussit. Là, le garage de la côté, tes parents, un ami qui vient t'aider à faire des semis, à faire de la clôture. À un moment donné, la main-d'œuvre est rendue rare. Hein, c'est comme dans n'importe quelle industrie. On est tout le temps tout seul travailler. Quand tu as un coup de main d'un chum ou d'un parent, c'est tellement apprécié. Là. Puis des fois, encore là, je dis tout le temps ça, ça ramène le monde à l'agriculture. Puis moi, c'est ça que je trouve qu'on fait comme cadeau, c'est de voir que les aliments, il y a du travail en arrière de ça, là, ici. Là, puis il y a beaucoup de travail là, derrière les aliments du Québec. Je viens juste de remarquer une chose. En arrière de Pierre-Marc, il fait noir. En arrière de Vincent, il fait encore clair. Yes. On a exactement la même latitude, pourtant. On est au nord, pareil. Sauf que moi, je suis à l'est, puis il commence à faire noir. Là. Il est 9h30. Puis Vincent, il fait bien clair. Ouais, 9h30, je pourrais être encore sur le lac à pêcher. Moi, il n'y aurait aucun problème. Mais entre Gaspé et Montréal, il me semble qu'il y a une demi-heure pour le soleil. Quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Quand on écoute Salut Bonjour le matin, chez nous, il fait clair, puis il fait noir à Montréal. Non, ça vient de me frapper, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Je l'ai remarqué moi aussi. Mais c'est ça qui est drôle parce qu'on est exact, malgré que je suis sur le bord du fleuve, mais on est dans mon coin, mettons, je vais dire la ville d'Amkoui puis la ville d'Amos, exemple, en Abitibi-Témiscamingue, on est à la même latitude. Ouais. Fait que je taquine des fois les jeunes d'Abitibi qui disent qu'ils sont au nord. Ils sont pas au nord tant que ça, mais. non, c'est juste que le courant G vient de la baie James. Des fois, à baie James, c'est encore un peu frais. Ouais, c'est ça. Les glaces sont pas parties. Hey, puis quand que vous partez en vacances, est-ce que vous allez chez l'autre de temps en temps ou Hey, honnêtement, ça l'a pas donné encore. Ça, c'était un projet d'aller dans le bas du fleuve. Là, que chaque année, je me disais, cette année, on part dans le bas du fleuve. Mais moi, aller dans le bas du fleuve, là, c'est quasiment 3 semaines de vacances. C'est 14 heures de route. Mais non, ça va faire, c'est quelque chose que je voudrais planifier à l'avenir, là, dans un avenir rapproché, mais ça n'a pas encore à donner. Okay. Les enfants vont vieillir, là, ça va aller. Ouais, c'est ça. Je commence à avoir le mal des transports. Moi, les miens vont être partis de la maison. Ça va bien faire. Ça fait penser, changement de sujet, quand que je m'en vais, mettons, j'ai déjà été dans le bas du fleuve, puis tu regardes les terres là-bas, ça fait un méchant beau paysage. C'est sur l'autoroute, la 132, peu importe, les vallons, les stripes de couleurs, c'est de toute beauté. Oui, jamais. Quand vous autres, vous venez dans notre coin, est-ce que vous dites, maudits qu'ils ont des belles terres, eux autres, ils n'osent pas d'un côte, puis ils ont des belles terres larges, puis... On trouve ça, c'est beau pour l'agriculture, c'est sûr, mais le reste, correct. Là. J'ai des amis en Estrie, puis je vais régulièrement, là, le printemps puis l'automne, pour un loisir qui s'appelle la chasse, qui tire pas mal de mon temps. Mais honnêtement, quand on lâche le taureau de vin, c'est pas long que ça ressemble au bas du fleuve. Ouais. Quand on monte dans les terres un petit peu là, en Estrie, dans le bord des Bois-Francs, là, c'est même, je te dirais par bout, c'est peut-être moins beau que chez nous. Fait qu'honnêtement, ce coin-là, j'envie pas nécessairement. J'envie pas nécessairement les terres, mais c'est sûr que quand on regarde la plaine du Saint-Laurent, là, il y a peut-être un petit peu de jalousie, mais c'est passager. Quand on passe Québec en revenant, ça va. Puis toi, dans ton coin, Abitibi, Témiscamingue, c'est pas mal planche, je pense. C'est pas trop vallonneux. Il y a quelques balances. Comme je disais tantôt, c'est un fond de lac. Hein, c'est pas mal plat. Fait que, c'est pas mal plat. Puis, c'est ça. Si on regarde, c'est sûr que la région de l'Abitibi, c'est encore très forestier. Donc, il y a l'agriculture a été développée surtout autour de la région de Palmarol, Sainte-Germaine, Lasserre en Abitibi-Ouest. Ensuite de ça, beaucoup plus à Amos, Baronte un peu au Abitibi-Est. Puis ensuite de ça, là, si on regarde le Témiscamingue, là, Lorrainville, Guigues, que ce soit Saint-Bruno, Saint-Eugène,
Après ça, du bord de Ville-Marie, du Hamel, là, c'est vraiment des plaines. Puis encore là, ça me fait penser un peu au bas du fleuve rendu là, parce qu'il y a le grand lac Témiscamingue. Puis là, c'est ça, c'est plat, on est sur le bord du lac. Mais quand on rentre dans les terres, c'est un peu la même histoire là, que le bas du fleuve. Il y a beaucoup de ressemblances, vraiment. Là. Mais si vous allez au Témiscamingue, par contre, il y a une place à aller visiter, c'est la ferme Valsy, sur le bord du lac Témiscamingue. Je pense que c'est une des fermes au Québec où tu as vraiment la plus belle vue. Puis si Sylvain m'entend, je le salue, là, il y a vraiment un très bel emplacement. OK. C'est où, ça, à Témiscamingue? Dans quelle ville? Dans le coin de Fabre. De quoi, de? Fabre. Fabre? Ouais. OK. La ferme Valsy. Ouais, vraiment une belle ferme. On va noter ça. Des fois qu'on passerait là-bas. Ben oui, c'est ça. Moi, puis quand tu as parlé de Sainte-Germaine-Boulay, Sainte-Germaine-Boulay, quelqu'un m'a dit ça, quand tu prends un rang, tu comptes le nombre de bégins avant de savoir où virer. Absolument. Ah oui, non, il y a du bégin. Il y a du bégin au pied carré là-bas. Là. Ah oui, là, c'est ça. T'es mieux de... Tu vas au Festival du Bœuf, là, si tu ne rencontres pas 200 bégins, tu n'en rencontres pas un. Ouais, t'es bien informé, Christian. Ta barouette, tu connais ta Ben, je commence à avoir des contacts partout. Ouais, ben, mes chums qui avaient été là-bas, ils disent là-bas, là, c'est tous des bégins. Il y a juste des bégins. Béginville. Saint-Germain, c'est Béginville. Béginville. Non, il y a bien des places que j'aimerais bien ça. Maintenant, on va finir par avoir du temps pour aller visiter un peu, là. C'est comme l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, j'ai déjà été, mais on a fait le tour de la Gaspésie en 89. Classique. Là. Ça fait longtemps, tabarouette, ça, là. Ça va. Mon père avait loué un Winnebago dans le temps. Pour faire le tour de la Gaspésie. Prochaine vacances, fais comme ton père, un Winnebago, vient en Abitibi-Témiscamingue. C'est plus la même clientèle qui fait le tour de la Gaspésie aujourd'hui, on dirait. Non? Ben, tu sais, moi, pour ça, t'en avais de chez nous presque, là. Puis, dans le temps, c'était une dizaine d'années, c'était rendu considéré comme un peu quétaine, faire le tour de la Gaspésie, là. Mais là, on sent que ça change, puis il y a des nouvelles attractions, puis c'est beaucoup de plein air, là. Tu sais, du hiking, puis des sports de montagne, là. Ça attire beaucoup de monde l'hiver comme été, fait que c'est intéressant pour ça. Ça change, ça amène du monde un peu plus à l'année, je dirais. La motoneige aussi a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, fait que l'hiver, c'est un peu moins tranquille que c'était. Ben là, surtout que tu peux plus aller à la pêche à morue, fait que ça prend d'autres activités. Là. Ouais, c'est ça. D'autres, il y a beaucoup de neige, fait de la motoneige. Ça, là, la motoneige, là, c'est une activité. Là, pour tous mes producteurs, il y a une motoneige, ils sont abonnés au sentier, puis c'est pas rare là, que tu vas quelque part, là, puis on se rencontre. T'arrêtes dîner au restaurant, puis t'as trois de tes clients skidoo. Ouais, c'est ça, exact. C'est régulier, là. L'autre, on fait pas un tournoi de golf, on fait une randonnée de motoneige. Exact. Good. Bon, hey, les gars, avez-vous encore d'autres choses à nous jaser? Ben oui, moi, tout le temps. Tu peux nous poser. Tout dépendant de quoi tu as envie d'entendre parler, Christian. Moi, pas de problème avec ça. Non, parce que... Veux-tu comprendre un peu plus de notre job, un peu comment est-ce qu'on trouve ça? Puis, ben oui. On peut te parler de notre job un petit peu, là. Ben oui. Écoute, Vincent, veux-tu y aller ou tu veux que je commence? Ah, vas-y, Pierre-Marc, vas-y. OK. Ben, dans le fond, moi, mon travail, en volume de vente, je dois être à 50-50 animal végétal. Okay. Animal, je fais un petit peu de bœuf, du laitier, puis de la production ovine, là. Quelques fermes ovines. Puis, mais par contre, au niveau du temps, tout dépendant du temps de l'année, je dirais qu'en moyenne, c'est 60-40 végétal, animal. Là. Même par pointe, 70-30. L'hiver, l'été, c'est 70-30. Je fais beaucoup plus de végétal que d'animal. Là. Fait qu'on a un grand territoire, fait que ça nous amène à faire quand même... faut être très polyvalent, je pense. Là, un peu d'Alcovincent aussi en Abitibi, là, c'est un peu le même principe. Là. Quand on a un représentant dans juste un secteur, dans notre coin, pour le réseau Solio qui fait de tout, là, je dirais pas que c'est difficile, ça se fait, mais ça s'est peut-être pas fait à la même vitesse que dans les autres régions à cause de la disparité du territoire puis un peu du type de ferme qu'on a aussi. Il y a des clients qui aiment mieux avoir un représentant végétal, un animal, ça c'est correct.
Puis tu sais, il y a des fermes où moi je fais le végétal, puis un autre de mes collègues fait l'animal. Puis il y a d'autres fermes où le même collègue il fait l'animal, ça la ferme, puis c'est moi qui fais le végétal. T'sais. Fait que on s'échange ça un petit peu. Fait que c'est ça. Moi, mon territoire est assez grand. Là, d'un client, mes 2 clients les plus éloignés, c'est 350 km entre les deux. Fait que moi, je reste à peu près à 150 km d'un des bouts, puis à 200 de l'autre côté. Là. Fait que c'est quand même pas mal de route. C'est un défi au niveau de l'organisation aussi, du temps, là, puis de la planification. Là. Contrairement à un représentant que tous ses clients en dedans de 20 km, là, c'est très, très différent. Fait que ça demande l'organisation un petit peu. Il faut voir un petit peu plus d'avance peut-être, puis avoir une façon de répondre aux urgences. Là. En tout cas, trouver des façons de se garder du temps pour les urgences un petit peu plus loin, puis on compte sur le support aussi d'une bonne équipe, je pense. Chacun de notre bord, qu'il y a du monde partout sur le territoire. Fait que même quand on n'est pas là, on est capable d'avoir des yeux qui peuvent aller voir à notre place. Okay. Ça doit être ton cas aussi, Vincent. Ouais, ben c'est ça. Je fais pas mal comme Pierre-Max. Je suis animal végétal. Beaucoup de production bovine. Ça doit occuper ça, 40% de mon temps, 60% dans le végétal. C'est sûr que dans l'été, ben là, le végétal est un peu plus prenant. Ça, c'est normal. Donner une idée aux gens, là, la grandeur de notre territoire, là, c'est comme de Montréal à Québec. C'est ça la distance entre les 2 clients les plus loin. Fait que, à un moment donné, c'est comme si tu allais voir un client à Montréal, tu pars de Québec, tu vas à Montréal, puis à la fin de la journée, tu pars de Montréal, tu reviens à Québec. Et tu vois d'autres clients au travers de ça. Fait que c'est ça, c'est un bon défi, mais écoute, ça se fait, on se planifie, on dort. Quand on se déplace, on dort. Des fois, on fait ça sur 2 jours de notre journée. Fait qu'on dort à la place où on veut être le lendemain matin. Puis oui, c'est ça, on a une équipe d'experts conseils avec nous autres sur le territoire. Là, on est 5 représentants qui font de l'animal végétal. Donc, si j'ai besoin d'aller prendre un échantillon de foin quelque part, ben, je peux envoyer un de mes collègues que je n'ai pas nécessairement besoin d'aller au bout du territoire. À un moment donné, il faut penser un petit peu à ça aussi, les dépenses. On est quand même une coopérative, puis c'est l'argent des membres qu'il faut avoir ça aussi en tête, d'être le plus efficace possible. Hein. Fait que, non, c'est ça. Puis aussi, les producteurs sont très résilients, puis sont habitués à ça. Je vais prendre un exemple. Là, quand on parle d'arrosage, arroser, là, on prend pas la décision là, dans l'après-midi de dire OK, il faut que j'arrose mon chef, il faut que j'aille mon produit. Là. Il y a un petit peu plus de planification en arrière de ça, là, d'avoir les produits, puis ensuite de ça, faire les diagnostics au chef, puis quitte à pas les mettre les produits, puis les récupérer pour pas que ce soit du just-in-time, parce que le territoire est beaucoup trop grand, puis on est loin des grands centres, fait que on n'a pas du temps tous les produits là, à portée de main. C'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis la diversité de travail qu'on a à faire, tu sais, moi, en dedans de 2 jours, là, je peux calibrer un semoir pour de l'orge, faire une ration alimentaire pour des vaches, puis regarder voir du soya pour l'arrosage. Fait que c'est... Comment? C'est ça, calibrer un arroseur, j'allais dire. T'sais, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment très, très varié parce que des fois, on joue avec nos collègues du centre du Québec, puis tu y parles, t'es dans quoi? Il y a l'arrosage, là, l'arrosage du soya. Après ça, on fait d'autres choses. Puis, c'est comme plus des booms. Mais moi, mon territoire est tellement étiré. J'ai des clients qui commencent à semer, puis j'en ai qui commencent à arroser. Fait que le printemps est assez intense. Là. Je navigue dans tout le processus agricole. Pendant 2 mois de temps, j'ai vraiment de tout là, au printemps. C'est assez intense. Vous voyagez avec quel genre de véhicule? Ben moi, je suis mon véhicule personnel, puis j'ai un taux de kilométrage. Je suis en Honda CR-V. Ah, OK. J'avais un Subaru Forester, j'en ai eu 2. Puis, non. Pas pour ce que j'en faisais. Pourquoi? C'est pas tough, ces chars-là? Ben, très bon. C'est l'entretien qui coûte cher. Fait que quelqu'un qui va faire 300 000 km sur 10 ans, il ne s'en tirera pas passer. Mais quand tu payes un terme dessus, puis que tu commences à mettre des radous dedans 120 000 km, c'est triste un peu. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de changer de marque. Là. Fait que c'est un peu comme un gars de tracteur. Là. À un moment donné, il trouve un défaut à la marque qu'il y a, puis il change. Ben, c'est la même chose. J'étais un peu mordu Subaru. Finalement, ben, ma blonde m'a converti au Honda. Tu as commencé à désenchanter un peu. Oui, c'est ça, mais je suis content. À date, c'est économique. Puis dans notre coin, honnêtement, moi, pour la job, je fais à peu près entre 35 et 40 000 km par année pour le travail.
Puis j'en fais 60 total, parce que je me déplace pour moi-même aussi. Là. Fait que ça prend quelque chose qui est relativement économique et qui est confortable. OK. Fait que je pense que j'ai trouvé le meilleur des deux mondes. Là. Et à toi, Vincent? Moi, je me rends dans Toyota Tundra. Et la raison du pourquoi, c'est que j'ai beaucoup de polyvalence. À un moment donné, je peux apporter des épandeurs d'engrais à mes clients. Une autre fois, ça peut être moi qui vais leur apporter les pesticides. Une autre fois, je vais les dépanner pour une coupe de poche de semences, du minéral. Fait que, vu que, c'est ça, exemple, une phase 3, ben, on n'a pas une à Amos, à La Serre et à Ville-Marie. On a une à Ville-Marie, mais à Ville-Marie, c'est à 2 heures de chez nous. Donc, il y a des fois là, que, justement, là, on va dans le coin de Ville-Marie, puis un des producteurs, il m'appelle, il a besoin d'un produit que j'ai à ma phase 3, ben, on le met dans le pick-up, puis on y amène. Au même titre que c'est du dépannage pour du minéral. Puis on fait des runs de sac qu'on appelle, là. On va chez nos clients toutes les 3 semaines porter le liste d'épicerie, dans le fond. Mais des fois, ça peut arriver que, bon, ben, on est short un peu dans le minéral ou dans le moulin à veau, donc on amène une coupe dans le pick-up, puis en faisant une visite chez le producteur, ben, on va le dépanner jusqu'à la prochaine livraison. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que, tu sais, c'est ça. C'est pas, moi, c'est vraiment pour faire du dépannage, puis donner un bon service qu'on a le pick-up. Quand tu parlais de phase 3, dans le fond, c'est l'entrepôt pour de pesticides là, qui est classé pour ça. Là. Exact. OK. Ça. Dans le fond, les autres villes, vous n'avez pas de classe 3. C'est quoi? Parce qu'elle n'est juste pas à jour ou... Ah non, ben c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, il n'y a pas... à un moment donné, c'est le volume de tout ça. Hein, tu sais, maintenir ça à jour, là, c'est des frais, c'est des inspections. Il faudrait avoir des 3 conteneurs à 3 places. Puis, à un moment donné, le volume de produits. Puis le nombre... On n'a pas tant de produits d'application à faire que ça. Là, on joue dans le canola, on joue dans les céréales, dans le maïs, dans le soya. Fait que, à un moment donné, les mêmes produits reviennent. Puis, fait que ça, on stocke ces produits-là pour en avoir, pour dépanner. On fait du direct ship aussi chez nos clients directement de nos gros entrepôts provinciaux chez Novago aussi. Donc, à un moment donné, de maintenir ça, encore là, c'est une question de coût, question de frais. Donc, c'est ça, au niveau c'est une question de volume. OK. Dans mon coin, on est chanceux, Christian. On a, dans le fond, nous autres, la coop où je travaille, Coop Purdel, ben, c'est 3 coops qui ont fusionné ensemble. Fait qu'il y avait une coop dans Baie-des-Chaleurs, il y en avait une dans Matapédia, puis il y en avait une à Rimouski. Fait que dans le fond, les 3 ont fusionné, mais la fusion est relativement récente, fait que chacune était quand même aux normes au niveau des entrepôts de pesticides. Fait que chacune n'a pas nécessairement la même grosseur d'entrepôt, mais sur tout le territoire, on a un entrepôt, là, je te dirais, de pesticides. Là. Il y en a un à Caplan dans Baie-des-Chaleurs, puis il y en a un autre à Annecoui qui est à peu près à 2 heures et demie de route, puis il y en a un autre dans le coin de Rimouski. Là. Fait que ça donne une belle flexibilité, ça, on s'en rend compte quand je vois Vincent qui parle de charrer des herbicides en pick-up. Là, moi, c'est moins mon cas un petit peu, là, parce qu'on est structuré différemment. Je parle de dépannage. Sinon, la livraison va très bien. J'en doute pas. Il y a toujours de quoi qui pop à quelque part, que faut que tu trouves le produit live, puis c'est toujours pareil. Là. À un moment donné, on a besoin de produits, puis c'est le 24 de juin, ou bien c'est le 1er juillet. On vient de les passer, les autres, là, c'est tout le temps là que ça arrive. C'est vrai. Ah, le prochain congé, c'est pas à la fête du travail. Bon. Ou les vacances. Good. Hey, les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était super plaisant. Ben écoute, 2 chums, 1300 km entre les deux, les régions périphériques. Périphérique, je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas dit éloigné. T'as compris le message? Oui. Fait que, un gros merci d'avoir participé. C'est bien intéressant d'avoir appris un peu plus sur vos régions. L'Abitibi, la vallée de la Pétabédia, le Témiscamingue, la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Un peu vos réalités, tu sais, puis on n'a pas parlé, mais tu sais, les coûts de transport, aussi dans votre cas, vous faites ramasser un peu de ce bord-là quand vous achetez du grain ou... le super de points, ça a tellement popé, là, ça, le sacrifice. On a beaucoup de pression. Tu fais vraiment bien de le mentionner. Là, c'est beaucoup de pression sur nos producteurs là, pour être imaginatifs. On a payé la même chose que les autres, puis il faut qu'on assume les frais de transport. Hein, puis ça, c'est exact.
Ouais, pas dans nos poches. Non, c'est ça. Ça fait partie de la vie, mais que voulez-vous? Les terres sont un petit peu moins chères. Bon. C'est ça. C'est bien parfait. Allez, un gros merci d'avoir participé. Puis à tout le monde, ben, je vous dis à la prochaine. Puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Merci, Christian. Salut. Christian, merci.